Bienvenue à l'entretien de la semaine, professeur Vincent Duclerc. Vous êtes historien, chercheur et ancien directeur du CESPRA et vous avez co-signé donc avec plusieurs autres universitaires, historiens, chercheurs et grands reporters, donc autres militants contre les négationnismes, un article d'opinion dans Jeune Afrique et Le Point intitulé Rwanda Classified, une enquête à charge. Alors que donc 50 journalistes dans 11 pays avaient publié la semaine dernière une série d'articles très agressifs contre le Rwanda dans des grands journaux, principalement en Europe, dépeignant le Rwanda en régime répressif, mais extrêmement soucié de son image. Vous avez choisi de faire entendre un autre son de cloche. Pourquoi Vincent Duclerc avoir fait ce choix? Alors, ce choix, et qu'on s'entende bien, le régime de la République du Rwanda, je veux dire, doit être analysé, critiqué si nécessaire, comme tout régime politique dans le monde. Et donc, nous ne sommes pas du tout hostiles, tous ceux qui ont signé à la critique, à l'exercice. Mais ce qu'on a découvert avec les et donc le dossier Rwanda Classified, donc avec l'appui de 17 médias, représentant 11 pays, 50 journalistes, que, en fait, effectivement, c'est non seulement un ensemble, je veux dire, d'articles, de reportages qui sont exclusivement à charge donc, et qui visent à dépeindre le Rwanda comme un régime extrêmement dictatorial et avec une répression considérable, à la fois au Rwanda même et donc dans l'ensemble du monde, et en particulier en Europe. Donc, un dossier totalement à charge. Et surtout, et c'est ça effectivement le plus important, c'est en fait une absence de sources sérieuses, autorisées. Lorsque l'on mène comme ça des enquêtes extrêmement ciblées contre un régime en particulier, on se doit d'apporter des informations nombreuses, vérifiées, croisées, et on a constaté à plusieurs, donc universitaires, reporters, en fait, on a réalisé chacun dans notre coin en lisant donc les Forbidden Stories, on a réalisé que c'était vraiment un dossier, comme on dit, ni fait ni à faire, et que ça posait un problème de méthode majeur qui réunit au fond les historiens et les journalistes, car les deux communautés ont à cœur d'établir les faits. Et c'est pour cette raison que nous avons repris l'ensemble donc du dossier Rwanda Classified, qu'on l'a analysé en termes d'information et en termes de méthode. Et en fait, on a conclu, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave, à une faillite journalistique. C'est-à-dire que ce dossier ne relève pas du journalisme comme on apprend le journalisme dans les... En effet, il y a lieu même de s'interroger sur la violence des publications, beaucoup d'offensés d'opinion et des communications à haute intensité qui, en définitive, ont visé un seul homme, c'est-à-dire le président Paul Kagame. L'énémisation, c'est le mot utilisé pour qualifier cette attaque médiatique. Et vous mentionnez que certains réseaux nostalgiques d'une certaine époque, basés dans certaines capitales européennes, qui ont du mal à accepter avoir été mises à nu, démasquées, qui persistent à signer dans le déni du génocide contre les Tutsis. Oui, je veux dire, encore une fois, et qu'on soit bien d'accord sur les raisons de notre action, on n'a pas fait un texte d'opinion répondant d'opinion. Nous sommes restés sur la méthode, sur, au fond, la manière dont on aboutit à la vérité. Parce que les Forbidden Stories, donc, ont affiché une volonté de révéler la vérité sur le régime rwandais et en particulier sur l'homme fort du régime rwandais, comme il est présenté, c'est-à-dire Paul Kagame. Donc, cette vérité qui a été présentée ne relève pas de la vérité. Donc, nous, journalistes et universitaires, nous sommes effectivement en prise directe avec la recherche et l'établissement de la vérité, nous ne pouvions pas ne pas réagir. Et en fait, le problème notamment de ce dossier, c'est son absence de contextualisation. C'est-à-dire que si l'on prend le cas effectivement de
la mémoire de l'histoire qui est portée au Rwanda. Et vous le savez, nous avons aussi organisé des colloques avec nos collègues chercheurs du Rwanda. Il y a tout un travail qui est mené, donc aussi avec le ministère de l'Unité nationale et l'engagement civique, avec les archives, avec Ibuka. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont menées donc au Rwanda et qui montrent qu'il est nécessaire, je veux dire, de travailler sur le génocide. Ce n'est pas de l'instrumentalisation comme c'est présenté dans le dossier des Forbidden Stories. Donc c'est la raison en fait pour laquelle nous avons choisi aussi dans le long texte qui est publié, donc publié à la fois dans le point français de référence et puis dans Jeune Afrique, et vous connaissez l'importance de Jeune Afrique, donc deux médias importants qui ont pris leur responsabilité face effectivement donc médiatique des Forbidden Stories, dans ce long texte, de recontextualiser, de rappeler qu'il faut mettre du contexte. Et du contexte, on l'a mis dans deux dimensions. D'abord, effectivement, face à ces accusations portées sur le Rwanda et le président Kagame d'instrumentaliser le génocide des Tutsis, la lutte contre le négationnisme, nous avons rappelé que le génocide des Tutsis est une réalité historique et qu'en plus, je veux dire, le Rwanda a voulu passer dans la lutte contre le négationnisme par deux moyens, ou même trois moyens très importants. Donc la mémoire, la conservation de la mémoire, notamment des victimes et des rescapés. Ensuite, la recherche, et je rappelle encore une fois tout le travail qui a été mené par l'Université du Rwanda et que nous avons donc auquel nous avons collaboré de manière étroite grâce à ces colloques. Et puis, le dernier point, c'est la justice. Donc, avant de dire le Rwanda instrumentalise en fait le génocide des Tutsis pour permettre à Paul Kagame de rester au pouvoir, il faut peut-être voir comment le Rwanda, d'après le génocide, a affronté quelque chose qui est vertigineux, qu'aucun pays au monde à cette époque n'avait connu. Donc c'est ça contextualiser. La deuxième contextualisation, c'est le processus qui a visé Paul Kagame lui-même d'émisation. Donc en fait, ça, c'est un concept que moi j'ai installé dans mon livre qui est paru en janvier 2024 et pour lequel me j'ai interrogé. Souvenez-vous, donc la France face au génocide des Tutsis, la Cinquième République. En fait, dès les responsabilités de Paul Kagame donc auprès de l'armée patriotique rwandaise donc dans les premiers jours d'octobre 1990, Paul Kagame a été visé donc par en particulier la France, alliée inconditionnelle du régime Habyarimana, comme vraiment un ennemi existentiel, y compris pour la France. Et donc ça s'est répété et ça s'est accentué, notamment parce que l'APR, dirigée par Paul Kagame, a non seulement vaincu les génocidaires, aussi rappelé, mais donc vaincu les forces donc, qui étaient soutenues par la France. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, Paul Kagame est l'un des dirigeants en Afrique qui a tenu tête à l'Occident et qui après a dit à l'Occident, et en particulier à la France, vous avez des responsabilités dans eh bien, ces catastrophes, dont le génocide des Tutsis. Et la volonté de parler de Paul Kagame a été ressentie en France comme une sorte de scandale absolu, d'où l'acharnement pour dépeindre Paul Kagame comme en gros, le plus grand dictateur du monde de tous les temps. On est dans la démesure, c'est-à-dire que les journalistes et les historiens doivent travailler par la comparaison, par la mesure, par l'objectivité, et on n'est pas du tout effectivement dans ce cadre-là, donc avec les Forbidden Stories. Ce qui est très très troublant, c'est que ce dossier repose sur en fait, de la production négationniste, que ce soit donc les six britanniques Michel Wrang ou la canadienne Judy Revers. On n'est pas là dans des travaux historiques. Et si nous avons choisi de réagir aussi, c'est pour éviter que ces auteurs, qui pour le moment sont bien considérés par la presse sérieuse, par les médias, par les universitaires, par les chercheurs, comme des auteurs
négationnistes et des auteurs à charge qui font des intentions idéologiques et pas l'établissement de la vérité, d'éviter que ces auteurs, que Jumbo News, par exemple, porte l'idéologie génocidaire donc de 1994, c'est bien que ces médias, ces auteurs n'apparaissent pas comme des références. Hein. Et c'était ça le danger aussi, c'est-à-dire avec un tel consortium, je veux dire, visant donc à dire la vérité cachée, eh bien, on risquait d'avoir comme ça, désormais, des auteurs négationnistes présentés comme des références en matière journalistique. Justement, professeur Duclercq, vous indiquez dans votre article, juste pour vous compléter, je cite, « Habitués au travail scientifique et à l'indépendance de l'enquête, nous ne pouvons laisser se diffuser sans réagir un dossier qui déconsidère les exigences que nous mettons dans l'exercice de la connaissance. » Oui, écoutez, vous avez là vraiment, je vous remercie, cité le passage le plus important du dossier. C'est-à-dire que ce qui explique pourquoi nous sommes intervenus. Nous sommes intervenus sur ces questions méthodologiques, éthiques. Il se trouve que, je veux dire, elles viennent en soutien au Rwanda, et je veux dire, c'est important, mais le point de départ, si vous voulez, c'est, je veux dire, d'agir sur le plan de la vérité. Et je dois dire hein, que depuis que, après la fin du rapport dont j'ai présidé la commission, le rapport Duclercq, nous avons commencé notre travail avec les chercheurs du Rwanda, et je dois témoigner du fait qu'il y a une exigence de vérité de la communauté intellectuelle, des chercheurs, des archivistes du Rwanda, et donc nous sommes sur un terrain commun. Et c'est pour cela aussi que nous sommes battus, pour dire aussi que le Rwanda, je veux dire, n'était pas, je veux dire, cette dictature aux dimensions phénoménales présentée sans preuve dans le dossier des Forbidden Stories. Donc, il y a une exigence éthique hein, que nous partageons avec nos collègues du Rwanda, que nous partageons avec nos collègues de Belgique, d'Europe. C'est une exigence éthique, je veux dire, de fonder des accusations hein, aussi graves sur des faits vérifiés, authentifiés, croisés. Et là, ce n'est absolument pas le cas de Forbidden Stories. Et il faut dénoncer ce scandale journalistique comme nous l'avons fait. Oui, professeur Vincent Duclercq, en finale, comment peut-on qualifier cette enquête Rwanda Classified de la série Forbidden Stories? Comment on peut le qualifier? On l'a dit, hein, c'est une fête journalistique, hein, et puis c'est la poursuite, je veux dire, de ce processus d'ennemisation, c'est-à-dire de transformer Paul Kagame, je veux dire, en un monstre politique, en un dirigeant d'une dictature absolue. Pourquoi hein Et là, c'est ce qu'on a dit au début du texte, hein, c'est parce que Paul Kagame, en fait, a rappelé à l'Europe, à l'Occident, eh bien, leur responsabilité dans le génocide des Tutsis. Paul Kagame, avec aussi sa détermination, hein, c'est une voix de l'Afrique. Une voix de l'Afrique, et l'Afrique doit se faire entendre. C'est absolument essentiel. Je veux dire, la voix de l'Afrique ne passe pas par l'Europe ou l'Occident. Et je pense que c'est ça, effectivement. C'est ce qu'on reproche, ce groupe hein, qui aussi, je veux dire, a tout tenté pour empêcher que Emmanuel Macron prononce un discours à Kigali le 27 mai 2021. Tout ce réseau, ou ces réseaux, en fait, visent aussi à maintenir une vision de l'Afrique, une vision qu'on peut qualifier de raciste, hein, dans laquelle eh bien, les Africains n'ont pas le droit à la parole. Et Paul Kagame a pris la parole avec beaucoup je veux dire, de force hein, depuis qu'il a mené les armées du Front patriotique rwandais. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que bien tous ces réseaux ne peuvent pas accepter. Et donc, s'acharne sur un homme. Et voilà,
c'est précisément, je pense, la raison fondamentale. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un très long combat, comme effectivement ce qui se passe au Congo, qui relève aussi de la poursuite du génocide contre les Tutsis du Congo, les Banyamulenge. Donc, on est aussi dans l'histoire longue, et notre rôle là, dans le travail que nous avons mené dans ce texte long de déconstruction d'une entreprise, je veux dire, à charge, eh bien, c'était aussi de recontextualiser, de remettre tout ça dans une histoire et un cadre large pour bien faire comprendre finalement à nos contemporains ces enjeux et le fait que le Rwanda ne peut pas, je veux dire, être traité de cette manière-là. Merci à vous, professeur Vincent Duclerc. Je rappelle que vous êtes historien, chercheur et ancien directeur du CESPRA. Et merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation de la télévision rwandaise à l'entretien de la semaine.